ça après, je pense. Allez. Bon. Dos. 12, 13, 14, clap. Eh bien, bonjour. Du coup, on va vous présenter un peu ce qu'on fait. Donc d'abord, vous parler un peu plus généralement du tarot, de son histoire, d'une problématique qui, sur le genre et le patriarcat dans le tarot. On voulait bien rédiger son mémoire, un mémoire là-dessus. Puis d'un projet théâtral qu'on a, et après on va vous proposer une sorte de petit atelier d'interprétation collective de cartes. Voilà. Voilà. Du coup, je me présente, moi c'est Amy, enchantée. Moi j'ai un parcours académique qui est lié à la fois à la philosophie, la sociologie, les arts plastiques, la peinture notamment, et le théâtre. Et du coup, à la fin de mon mémoire d'art plastique, à la fin de mon master d'art plastique, j'ai fait un mémoire. Le sujet c'était donc le tarot et le patriarcat. Est-ce que le tarot est patriarcal? Et si oui, comment il nous montre plus finement la logique du patriarcat? Voilà. Pour moi, le tarot allie à la fois tous mes centres d'intérêt, parce qu'il allie à la fois l'image et l'oralité, c'est-à-dire on fait parler une image. Donc, ça m'a semblé parfait, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, voilà, ok, comment j'y suis arrivée? Donc en fait, moi je tire les cartes depuis à peu près 6 ans. Et en fait, j'ai toujours eu un souci en tirant les cartes, c'était de me dire comment je fais si j'ai envie de m'identifier à un personnage masculin, comment je fais pour pouvoir m'identifier pleinement. Et il y avait notamment un problème, c'est que si je devais m'identifier à un personnage féminin, c'était de me dire, je dois me penser comme étant un personnage, enfin, les personnages féminins sont représentés de manière passive, majoritairement, tandis que les personnages masculins sont représentés dans l'action. Et du coup, moi j'avais plutôt envie d'être associé à un personnage masculin, mais ça posait problème, parce que comment je pouvais m'identifier pleinement à un personnage masculin. Voilà. Voilà. Bah, du coup, sinon moi c'est Judith, moi j'ai fait plutôt des études de sociologie et d'anthropologie. Et je me questionne, je disais un peu hier, j'adore les sciences sociales, je pense vraiment que ça permet des fois de comprendre plus finement certains processus sociaux, mais je m'intéresse plutôt aujourd'hui à d'autres médiums de restitution des connaissances. Donc avec des amis, on veut faire une sorte de petit collectif laboratoire où ça serait travailler sur des formes d'écrits différentes, de documentaires audiovisuels, et pourquoi pas de formes théâtrales. Moi j'ai une famille où j'étais baignée dans l'univers du théâtre, et je sais que ça m'a beaucoup questionné en voyant des pièces contemporaines sur des sujets plutôt sociaux, sur des fois où j'avais l'impression qu'il me manquait une vision un peu plus sociologique ou anthropologique, cette compréhension plus fine que des fois ça peut amener. Et je me disais, la plupart du temps, quand on veut montrer une pièce de Molière, Tchekhov, Ibsen, je sais pas trop qui, on travaille avec un dramaturge qui connaît ses auteurs et ses textes. Et pourquoi pas, si on veut monter une pièce, je sais pas moi, sur la prostitution ou justement le patriarcat, travailler avec un sociologue ou un anthropologue pour travailler là-dessus. Moi aussi, du coup, je m'intéresse un peu au monde ésotérisme et au tarot. Je tire les cartes depuis 4 ans. Et du coup, en discutant avec Amy de ce projet, de ce mémoire, elle m'a dit qu'elle avait envie de le monter en pièce de théâtre. On s'est dit qu'on allait se lancer dans cette aventure. Ensemble, voilà. Du coup, le tarot, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Il y a 78 cartes dans le tarot. C'est découpé en 2 parties. D'un côté, il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes mineures, du coup, elles sont découpées en 4 catégories. C'est celles qu'on voit dans les jeux de cartes classiques. Il y a les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Dans le quart de tarot, ça va être les bâtons, les épées, les coupes et les deniers, qui sont associés à certains types de comportements. Les épées, c'est tout le côté intellectuel, de la pensée, voilà. Les bâtons, c'est plutôt la sphère de l'action. Les coupes, c'est le registre émotionnel, sensible et émotif. Et les écus, c'est plutôt le monde matériel. Si vous voulez venir voir les cartes, il n'y a aucun problème, venez regarder et faire votre vie aussi en même temps. Voilà, on peut faire passer là. Et du coup, les arcanes majeures, elles représentent plutôt des personnages archétypaux ou des allégories, dont on vous parlera un peu plus après. Mais du coup, un peu l'histoire. Ok, du coup, le tarot, en fait, ça a 600 ans. Ça a commencé au XVe siècle. Et contrairement à la croyance populaire, c'est issu de la noblesse. En fait, c'était les familles nobles italiennes qui se
se faisaient faire des cartes, commander des cartes pour représenter leur famille. Donc avec leur blason, leurs identités, etc. Donc c'était en fait des portraits de famille. Donc à ce moment-là, c'était un jeu. Il n'y avait pas du tout la portée divinatoire, on va dire, Voilà. du tarot. C'est bien plutôt des jeux d'échecs, qui étaient plutôt qui se jouaient comme un jeu de cartes, plutôt d'une type de stratégie militaire. Voilà. Donc on s'exerçait à l'art de la guerre. Et en fait, donc ces symboles n'avaient pas du tout, les symboles n'avaient pas le même sens, on ne déposait pas le même sens derrière. Et c'est au XVIIIe siècle que des cercles occultistes se sont intéressés au jeu de tarot. d'une autre manière, donc en fait, ils ont vu dans les cartes des mystères égyptiens et ils se sont dit en fait c'est un objet magique qui révèle des secrets sur l'univers, sur le monde. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que le tarot est devenu divinatoire, où il a été considéré comme un objet magique qu'il fallait étudier. Et les cercles d'occultistes ont peu à peu en fait investi dans les cartes, dans les symboles, de la magie, de la vision magique. Et donc en fait, ils ont aussi transformé les cartes en y ajoutant des symboles magiques. Il y a des influences de l'alchimie, du pythagorisme, de la numérologie, de la kabbale. Enfin voilà, c'est en fait un peu comme dans les cartes on retrouve l'histoire de la société et de la pensée ésotérique. Comme on a après le tarot a glissé sur quelque chose d'autre, mais en fait il n'y a pas un jeu de tarot, il y a vraiment beaucoup de jeux de tarot. Il n'y en a pas un originel et il y a eu plein d'interprétations du tarot où à chaque fois certains symboles changeaient, les couleurs, les personnages, et donc ils ne représentaient pas, il n'y a pas la même interprétation derrière. Voilà, mais il y a toujours un truc qui est resté, ça a été qu'il y avait 22 arcanes majeures, donc celles qu'on a ici quoi, et ça a toujours été les 4 familles, coupe, épée, denier et bateau. Donc ça structure le tarot. Voilà, du coup, c'est plutôt au XXe siècle que le tarot va se transformer, va perdre un peu de son côté divinatoire et devenir plutôt psychologique ou psychanalytique, avec surtout Alessandro Jodorowsky qui a popularisé le tarot et qui a beaucoup travaillé, qui lui a essayé de retrouver justement le tarot originel. Et pour ça, il s'est beaucoup inspiré de Jung, de la pensée de Jung, où en fait, par exemple, les arcanes majeures du tarot serait le processus d'individuation. Donc c'est un concept de Jung qui considère qu'en fait l'être humain pour s'épanouir doit faire un processus pour devenir pleinement lui-même. Voilà. Et en fait le tarot peut être considéré comme, les arcanes majeures comme ce processus-là. Donc qui commence par le fou, si le truc veut bien. Donc voilà, ça c'est par exemple une carte, un des tarots là, le fou, qui commence ce voyage et qui va rencontrer toutes les arcanes sur son chemin pour arriver au monde et en fait s'épanouir pleinement. Une sorte de la quintessence parce qu'il serait parvenu à une connaissance de lui ultime en traversant toutes ces grandes dynamiques et ce chemin initiatique. Voilà. Voilà, donc du coup aujourd'hui ça le tarot est vraiment plutôt on va dire à tendance psychanalytique. C'est vraiment en fait il ne cherche pas à prédire l'avenir mais il reflète le présent, donc ça va plutôt refléter la vision de la personne sur le moment et comment elle considère sa situation, etc. Et de faire parler, de voir des problématiques, de faire surgir des choses. Oui, il y a une part de hasard, mais c'est plutôt la manière dont on tire les cartes de soucis toutes les deux. C'est essayer de faire parler une personne sur son problème, et c'est une co-interprétation entre le consultant et le cartomancien, cartomancienne. Et du coup, par exemple, selon Jodorowsky, les arcanes majeures seraient en fait des figures archétypales. Ça veut dire que c'est des forces psychiques qui existent à l'intérieur de chaque personne. Donc on a tous et toutes du fou, du magicien, du pendu, etc. Donc c'est des figures atemporelles, des structures a priori de l'esprit, quoi. Elles représentent toutes un peu des sortes de comportements, de grandes dynamiques qu'on aurait ça tous en nous et qui forcément sont un peu des teintes unies et qu'il n'y en a aucune qui est positive ou négative en soi. Souvent quand on tire la mort, il y a des gens qui peuvent avoir une sorte d'a priori face à la mort. Et la mort, elle représente vraiment juste la renaissance, le renouveau. Et comme n'importe quelle carte, si on s'enferme trop dans une grande dynamique, il y a un côté négatif au bout d'un moment qui ressort. Voilà, mais sinon, du coup, là, il y a deux jeux de tarot en fait. Il y a celui qu'on appelle le tarot de Marseille et le tarot de Goldsmith. Le tarot de Marseille, c'est un peu le plus connu en France.
mais il n'y a pas vraiment non plus deux tarots de Marseille. Il y en a eu, je sais pas, des dizaines et des dizaines de versions différentes, où à chaque fois il y a des couleurs qui changent, quelques petits symboles, ou un personnage qui regarde à droite, un personnage qui regarde à gauche. Voilà. Mais dans le monde européen et dans le monde, en Europe et dans le monde en entier, le tarot le plus répandu en fait est le tarot de Whitesmith, avec lequel travaille Amy, celui qui est en haut. C'est cela et c'est celle-là. Et en fait, c'est le jeu le plus répandu internationalement. En France, on croit que c'est le tarot de Marseille parce que c'est ce qui est le plus connu en France. Mais en fait, ce jeu-là est le plus vendu au monde, celui-là. Et en fait, il a inspiré un grand nombre de tarots aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'emparent du tarot aujourd'hui, notamment pour travailler sur la question féministe et interpréter aujourd'hui les arcanes de manière moderne, mais aussi dans une perspective d'avoir des cartes qui défendent une vision plutôt féministe. Voilà. Il y a des exemples. Hein. Ouais, là il y a des exemples. Voilà, le soleil, le 6 d'épée. Il y en a d'autres plus bas. Il y en a justement qui ont essayé de changer, là, de ne plus mettre des bâtons ou des épées, mais là on voit que c'est le 7 de clés. Voilà, il y en a qui ont simplement mis que des personnages féminins pour toutes les arcanes, ce qui permet de déplacer un peu le problème si l'empereur est une femme, bon, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, pardon. Et du coup, donc voilà, moi je me suis majoritairement intéressée à celui-là, je l'ai comparé à plein de jeux différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce jeu a été commandé par un artiste occultiste, quoi. Il a commandé ce jeu à une artiste, et cette femme a été complètement effacée du jeu, c'est-à-dire qu'elle a illustré toutes les cartes, et après son nom est tombé dans l'oubli, et elle n'a eu aucune reconnaissance par rapport à son travail. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'en fait, elle a illustré toutes les arcanes, même les arcanes mineures. Normalement, sur les arcanes mineures du tarot de Marseille, il y a juste cette épée, des symboles, c'est juste les symboles. Et elle a gardé du coup les écus, les épées, mais elle les a vraiment imagées comme les arcanes majeures. Mais on a son nom aujourd'hui à cette femme ou pas? Oui, maintenant on appelle le tarot Whitesmith. Voilà. White, c'était l'occultiste qui lui a commandé, et Smith, c'est la femme qui a fait l'illustrer. Voilà. Le patriarcat, donc un petit peu voilà la question que Amy s'est posée dans ce mémoire et qu'on veut reprendre du coup dans ce spectacle, c'est celle du genre dans le tarot. Et de prime abord, le tarot peut sembler, et c'est même ce que tu voulais défendre au début, comme un objet féministe, parce qu'aussi il est pas mal utilisé justement dans des courants féministes aujourd'hui comme une petite connaissance de soi. Il y a beaucoup de femmes qui s'emparent de cet objet, quoi, donc ça me semblait intéressant. Je pensais pouvoir défendre l'idée selon laquelle le tarot était un objet féministe. Parce qu'il y a autant de figures masculines que de figures féminines et tout ça. Mais en fait, on se rend compte, c'est ça, en regardant juste les arcanes majeures déjà, que les figures féminines et masculines, même s'il y en a autant, sont associées justement toujours à quelque chose de l'ordre de la passivité ou de l'émotion. Il y a une sorte de polarité qui se crée où toutes les figures féminines sont toujours, c'est ça, relèvent toujours de la sphère de la bienveillance, du soin, alors que les figures masculines sont toujours dans l'action, dans des figures de pouvoir. Quatre exemples de cartes féminines qui sont associées du coup beaucoup aux éléments naturels. En fait, du coup, voilà, dans mon analyse, en fait, j'ai trouvé que, certes, il y a autant de figures féminines que de figures masculines, mais en fait, les figures féminines sont souvent basées et sont le miroir inversé des figures masculines. Ce qui fait qu'en fait, si le pape, là, ah ouais, super, voilà, ok, si le pape est une figure publique, officielle, etc., on va juste, en fait, en faire la version féminine. Et en fait, son rôle à elle, c'est pas d'être pape, mais c'est surtout d'être une femme. Du coup, si lui, il porte la parole, il transmet le savoir, il transmet la parole sainte, elle, c'est plutôt dans son coin qu'elle va étudier les textes sacrés, elle ne va pas partager son savoir autant que lui. Par exemple, on voit aussi là qu'il y a qu'il est dans une sphère plutôt... d'autorité, voilà, c'est une figure d'autorité, tandis qu'elle, elle est, on dirait plutôt une impératrice
de l'amour, comme on peut voir gentiment avec ce petit cœur, etc. La nature, enfin en fait les femmes elles sont vachement essentialisées, ramenées à un rôle de mère souvent, et sont ramenées à la nature. Donc surtout à l'élément eau, qui revient dans quasiment toutes les cartes féminines. Et voilà. C'est des sortes d'allégories qui représentent une sorte de fantasme masculin où les cercles occultistes déjà étaient réservés plutôt aux hommes et où il y avait très peu de femmes. Et on voit un petit peu toujours cette séparation et cette binarité qui a été créée où les valeurs associées aux cartes masculines sont toujours des valeurs plutôt valorisées de la société et féminines moins, en tout cas qui sont toujours associées à quelque chose de l'ordre de la mère et de l'aidante. Et du coup, en fait, dans la structure de l'arcane majeur, on retrouve ces séries d'oppositions qui sont féminines, masculines, actives, passives, et en fait, ces oppositions, comment jour, nuit, voilà. Attends, t'as peut-être un exemple plus haut, je pense, t'as un exemple. Non, ça c'est plus haut encore. Ouais, encore plus haut, même pas. Encore plus haut. En fait, du coup, ces oppositions vont jalonner toute la progression narrative du tarot. Donc on se retrouve avec donc, le féminin, le masculin, le passif, l'actif, le jour, la nuit, etc. Donc tout ça, c'est des symboles qui sont repris à travers les arcanes et qui forment la progression. Qui arrive en fait à l'idée que pour, on va dire, s'épanouir psychologiquement, pour s'épanouir spirituellement, pour s'épanouir, il faut en fait unir le principe féminin et le principe masculin. Où en fait on arrive à une espèce de valorisation de l'union hétérosexuelle comme étant la forme absolue et humaine et du cosmos, l'union du soleil et de la lune. Voilà, donc c'est un espèce de schéma où l'opposition complémentaire arrive à une totalité. Quoi. Voilà, les symboles, on a du coup, on a un peu parlé de l'arcane mineur, on a dit du coup qu'il y avait les coupes, les épées, les bâtons, etc. Et en fait, ça aussi, ça structure, enfin le genre structure aussi l'arcane mineur parce que c'est divisé en deux. On a les coupes et les deniers d'un côté qui sont féminins, qui sont passifs, qui sont dans la réceptivité, dans la réception. Donc la coupe, le conteneur qui reçoit, tandis que de l'autre côté, on va avoir les bâtons et les épées qui sont des formes phalliques et qui sont dans l'actif. Et donc ça c'est dans l'intellect. Donc en fait dans des formes plus nobles, on va dire. Et en fait ça structure aussi l'arcane mineur puisque quelqu'un qui connaît ces symboles-là, qui sait les lire, peut lire n'importe quel jeu de tarot de manière voilà, enfin, assez facile. Voilà, je ne peux même pas comprendre. Mais en bref c'est ça, du coup on veut repartir de tout ce qui a été mis en avant de ce travail de recherche qu'Émilie avait fait, pour essayer de monter un spectacle où on voudrait incarner sur scène ces personnages archétypaux pour essayer de mettre en avant une réflexion sur justement ces rôles sociologiques sexuels. Donc l'opposition des genres. Et notamment, à travers la forme du procès, on a trouvé ça le meilleur moyen de faire exister ces oppositions. Donc ça, le tarot en tant que lui-même, comme disait Émilie, c'est un objet voilà, symbolique et théâtral qui représente justement des personnages et des allégories. Donc ça nous a semblé parfait de les donner sur scène. Et on avait un peu l'impression aussi que c'est une sorte de répertoire de tous les personnages archétypaux qui peuvent traverser des productions littéraires, visuelles et de manière générale nos imaginaires collectifs. On retrouve par exemple dans une pièce de Shakespeare autant la figure du fou que celle de l'empereur, que du pape. Enfin, en fait, toutes ces figures-là peuvent exister dans nos fictions. Et de manière le jeune conquérant, voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les histoires à peu près. Et par exemple, si on prend, bon là si on prend l'ermite, aujourd'hui dans nos fictions contemporaines, on regarde Gandalf, on regarde Dumbledore, enfin le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, et on a l'ermite qui est là exactement habillé pareil, quoi. Vraiment, c'est le même. Mais là, vraiment, on a une image en main. Ouais, c'est plus. Non, les plus bas. C'est les plus bas. Je pense que tu vas peut-être. Putain, on a là. Gandalf et l'ermite. Voilà. C'est les mêmes. Ils ont vraiment le même truc. Hein. Et voilà, on vous a passé, mais si ça intéresse, il y avait des images des premières cartes. Voilà, alors. Ça représentait plutôt ça, du coup. 1441.
Et du coup, voilà, donc de se dire, on explore ce répertoire de personnages et on veut les rendre à la scène, les rendre à la fiction et essayer d'explorer ça. Et donc on est parti sur l'idée d'un procès avec les arcanes incarnés sur scène. Du coup, il y a tout un. C'est aussi ce qu'on veut mettre en place, une dramaturgie visuelle assez soutenue qui caractérise l'univers artistique d'Amy. Les arcanes en procès, voilà. Donc ça, c'est un peu notre projet. Ça, c'est voilà comment on imagine un peu une première interprétation scénique. Ah ben là, voilà, on voit bien les cartes là. Pour l'instant, du coup, c'est ça. On est parti sur l'idée du procès en se disant que c'était aussi une forme théâtrale plutôt pratique, une forme de huis clos. Il y avait une structure fixe avec des rôles codifiés. On a pensé pourquoi pas créer un procès d'assises, parce que ça permet une discussion entre jurés, entre différents jurés. Et là, on est un peu à la phase d'écriture, d'essayer de savoir quel va être le sujet concret du procès. Bon, avant de parler de ça c'est voilà plutôt à quoi va ressembler. C'est des tentatives en fait d'interprétation des personnages au travers du médium de la peinture. Les personnages, en fait, la matrice, ça va être la peinture. Donc ça va être le langage commun qui réunit tous ces personnages. Et voilà, et ça c'est des tentatives de création des personnages. Voilà. Et du coup, la dernière fois, la semaine dernière, on était un petit peu en train d'essayer de trouver quelle histoire narrative on peut avoir. Et puis on s'est dit que ce qui pourrait être sympa, c'est de faire un tirage. On en a fait 2 pour essayer de créer une histoire et une narration et un récit. Où là, on était parti par exemple sur l'idée que l'accusé, ça serait le fou qui commencerait ce voyage. Et on a tiré 8 cartes et on les a regardées, analysées une par une, donné les interprétations qu'on avait et essayé en fonction de ce tirage de construire une histoire, d'essayer de voir par quels événements il pourrait passer et traverser et qui pourrait construire la trame narrative. Donc voilà, donc on s'est dit en fait c'est autant bien une méthode de travail que le sujet de notre pièce. Et du coup, on voulait explorer avec vous cette méthode de travail en vous proposant un atelier où chacun pourrait, on ferait des petits groupes et vous pourrez tirer des cartes et essayer de raconter une histoire avec. Vraiment sans... comme vous voulez quoi. Alors c'est des groupes de 3, 4 ou 5, il faudrait qu'il n'y en ait pas plus de 7 groupes. Donc après ça peut être, si vous avez une question collective, ça peut ressembler aussi plus à un tirage avec une vraie question, et on peut vous donner des exemples de tirages à faire. Et puis on se dit ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous discutiez entre vous, vachement aussi de à quoi vous renvoie à chaque fois cette carte intuitivement, à quoi vous pensez, à quelle limite. C'est la manière dont on tire aussi, quand on tire avec quelqu'un où c'est pas que oui, il n'y a pas que la personne sachante qui dit ce que ça peut dire, voilà. Et que chacun peut voir ce qu'il y voit et construire comme ça quoi. Donc carrément, c'est l'idée à construire une histoire, voilà. Voilà. Comme vous voulez, partie groupe.